volonté de 3 pays de la région du Sahel de bâtir la nouvelle architecture de la sécurité régionale et en général mener la politique extérieure indépendante sur la base de leur propre potentiel et les intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est un témoignage du deuxième réveil de l'Afrique. Les aspirations des Africains de jouer un rôle actif, indépendant dans les affaires internationales et se débarrasser des restes de la dépendance coloniale. De ma part, j'ai souligné que nous allons soutenir le renforcement des positions du continent et aider dans le monde multipolaire qui est en train d'être formé, ou pour le continent africain et les structures d'intégration en Afrique, il faut assurer une place digne. Nous avons constaté avec satisfaction la volonté mutuelle à renforcer notre partenariat qui se base sur la confiance et le respect mutuel et le profit mutuel. De ma part, j'ai constaté la volonté de la Russie d'aider la Confédération sur tous les 3 volets prioritaires de son activité, la défense et la sécurité, deuxièmement l'économie, et troisièmement la diplomatie en tant que participation aux processus internationaux. La région du Sahara-Sahel fait face aux manifestations du terrorisme et nous avons souligné que les causes profondes de ce problème sont enracinées dans le passé colonial. Par exemple, à cause des métropoles, nous le savons bien, en Afrique, les frontières des États ont été définies sans tenir en compte les traits spécifiques locaux des populations qui habitent en certains territoires. Les métropoles ont divisé les peuples, les groupes ethniques, en les restant dans les États séparés. Et cela a impacté négativement le continent. Certains joueurs internationaux hors la région continuent les tentatives de déstabiliser la région. Parmi eux se trouve le régime de Kiev qui, avec la pleine connivence de ses sponsors occidentaux, soutient ouvertement les groupes terroristes dans cette région de l'Afrique. De ma part, j'ai souligné la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Nous aidons aux pays de l'Alliance des États du Sahel dans d'autres domaines. Nous livrons de manière régulière les produits agricoles, les engrais, les vecteurs d'énergie et d'autres produits critiques. Nous sommes conscients de la signification de ces fournitures, premièrement, de l'alimentation pour le développement social et économique des États africains. Le volume de nos échanges commerciaux a augmenté de 10 fois, mais il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel, compte tenu de la formation de cette nouvelle association. Nous avons abordé les questions pertinentes de l'agenda global et régional. Nous sommes unis par l'attachement aux principes de base du droit international, comme la légalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le respect du droit des peuples à définir indépendamment leur sort, les modèles du développement politique, social et économique, et bien sûr
Nous sommes unis par le respect d'un autre principe des Nations Unies qui est lié au respect des droits de l'homme, indépendamment de la race, du sexe, de la langue et de la religion. Nous nous sommes prononcés contre la politisation de ce sujet, ce qui est aimé par nos collègues occidentaux au sein des Nations Unies en tâchant de politiser le travail de cette structure dans les cas où on doit assurer le respect des droits des peuples qui sont violés partout et récemment en Europe. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Nous sommes unis puisque le dialogue sous le format Russie-Alliance des États du Sahel donnera une nouvelle dynamique à la promotion de relations bilatérales et apportera une contribution à la normalisation des mécanismes de la coopération entre quatre parties, ce qui va favoriser la coopération dans le cadre du Forum de partenariat Russie-Afrique. Au niveau des ministres des Affaires étrangères, nous préparons vers la deuxième session de cet forum. Pour conclure, je tiens à dire que, selon mon ami Abdoulaye Diop, ce drapeau de l'Alliance des États du Sahel est démontré pour la première fois hors la région. Et ce drapeau, si vous le regardez, représente un drapeau avec un baobab. Selon les traditions ouest-africaines, cet arbre signifie la réconciliation et ce signe reflète les aspirations de vos peuples, sans doute. Et je tiens à souhaiter à vos peuples et en général à vos pays, premièrement, de la vie paisible, du bien-être, de la prospérité et du développement efficace de votre confédération. La confédération mérite déjà son autorité, la réputation positive et l'intérêt pour participer au travail de la confédération des États du Sahel est manifesté par d'autres États et je pense que le rôle de cette confédération dans la promotion des intérêts et des programmes nationaux sur le continent africain va se renforcer davantage et la Russie va aider avec plaisir à ces efforts. Pour conclure, je dis que nous avons adopté un communiqué à l'issue de notre réunion. Cet communiqué va être publié. Ce communiqué inclut notre engagement de rendre ces contacts réguliers et nous rencontrer chaque année en Russie ou sur le territoire de ces trois pays. Je vous remercie pour votre attention. Je donne la parole au ministre des Affaires étrangères du Mali en tant que président de la Confédération pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre ami Sergueï Lavrov pour la considération, le respect, mais aussi pour tous les mots aimables qui viennent d'être prononcés à l'endroit de la Confédération des États du Sahel et sur les développements qui concernent en particulier le drapeau. Je pense que nous sommes tout à fait en phase avec cela. Je voudrais, au nom de mes collègues Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, et aussi Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la République, du Burkina Faso, partager avec vous quelques conclusions de l'échange très enrichissant que nous venons d'avoir avec notre collègue et ami Sergueï Lavrov dans la première rencontre AES Russie qui se tient ici à Moscou. Je voudrais pouvoir décliner les conclusions de nos travaux en 4 points essentiels. Le premier point,
qu'il faut retenir, c'est que la Russie est un allié de la Confédération des États du Sahel, avec laquelle elle partage une vision commune dans un certain nombre de domaines. Donc, il s'agit pour nous d'une première consultation politique avec un partenaire à l'extérieur de la Confédération des États du Sahel, ce qui signifie que nous partageons beaucoup de valeurs communes que vous avez déjà déclinées, et aussi que plus qu'un partenaire, la Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi, notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est des témoignages du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Pour nous, avec la Russie, naturellement, nous mettons au cœur de notre action le respect de la souveraineté de nos pays, le respect de nos choix stratégiques, mais aussi la préservation des intérêts vitaux de nos populations. Nous travaillons avec la Russie dans le cadre du groupe des Amis de la Charte, parce que pour nous, c'est important que l'action internationale, que les relations internationales ne soient pas bâties sur la force, mais sur le respect de la Charte des Nations Unies, mais pas dans le cadre d'une lecture étriquée que certains font de la Charte. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Et par-dessus tout, vu notre expérience, nous travaillons avec la Russie pour nous opposer à toutes les politiques néocoloniales, les politiques d'assujettissement et de domination, de contrôle de nos pays par d'anciennes puissances coloniales qui veulent maintenir leur emprise sur nos pays et nous empêcher de faire des choix politiques ou économiques au bénéfice de nos populations. Ça, c'est du point de vue du partage de la vision commune des valeurs et des principes. Le deuxième point de conclusion, c'est que nous avons échangé avec nos partenaires russes sur les avancées de la construction confédérale, de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, et des progrès considérables ont été menés en 8 mois de mise en place de cette confédération qui est bâtie sur 3 piliers, la défense et la sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Sur le pilier défense et sécurité, pour lequel la Russie est un partenaire stratégique important, aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les 3 pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain, avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes, dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui,
il y a un moment, nos pays ne contrôlaient pas tout leur espace territorial. Aujourd'hui, il y a des progrès considérables qui ont été faits. Et sur le plan militaire, la prise de Kidal, il y a 2 ans, dans le nord du Mali, a été une étape importante pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos territoires et d'assurer la sécurité. Sur le plan diplomatie, nos 3 pays travaillent ensemble dans le cadre de la Confédération des États du Sahel pour parler d'une seule voix. Moscou aujourd'hui nous en donne également l'opportunité. Nous souhaitons travailler pour accroître la reconnaissance de la Confédération des États du Sahel, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Beaucoup de pays s'ouvrent progressivement à cette possibilité. Et nous nous coordonnons au plan international sur beaucoup de questions, y compris la question des droits de l'homme et beaucoup de questions politiques. Sur le plan du développement, nous travaillons à renforcer une intégration des peuples d'abord, entre nos populations, mais asseoir la libre circulation. Nous avons mis en circulation récemment un passeport AES pour nos 3 pays. Ensuite, une décision est prise pour la mise en circulation des cartes d'identité biométriques et aussi avoir un espace de visa qui sera aménagé, un visa commun à nos 3 pays. Nos pays travaillent aussi dans le cadre de projets structurants dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et d'autres domaines. Nous travaillons à mettre en place dans les mois qui viennent une banque d'investissement parce qu'il faut dégager des ressources nécessaires pour pouvoir nous-mêmes financer le développement de nos pays. Et récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette organisation, de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. La Confédération, en termes d'avancée aussi, a mis en avant le renforcement de son identité visuelle. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois. C'est aujourd'hui ici, au niveau de la Confédération de Russie. Donc nous les remercions pour cela. Je crois que c'est un pas important. Nous avons aussi développé un logo qui est au centre de ce drapeau. Et aussi nous travaillons à mettre en place une télévision et une radio de l'AES parce que nous sommes aussi dans un monde de guerre informationnelle où il est important que nous puissions avoir des modèles alternatifs pour pouvoir donner nous-mêmes l'information. Nous sommes disponibles pour travailler avec les partenaires russes aussi qui ont la même préoccupation. Désormais, l'AES est une réalité géostratégique qui a certainement bouleversé les équilibres pour des partenaires qui étaient dans des schémas de domination ou de néocolonisation. Il y a certainement des défis importants, des défis qui viennent surtout d'anciennes puissances coloniales, ou puissances occidentales ou en tout cas d'acteurs régionaux en quête de leadership ou de domination sur nos pays. Et ces défis, nous allons pouvoir continuer à y travailler. Aujourd'hui, l'AES est un espace géographique très important et stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 75 millions d'habitants et un potentiel économique extrêmement important si nous arrivons à assurer la paix et la sécurité. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir ce partenariat avec la Russie pour nous aider à avoir la paix, la stabilité pour pouvoir exploiter nos ressources au bénéfice de nos populations, mais aussi au bénéfice des partenaires qui viennent avec nous. Le 3e point de conclusion majeur de nos échanges, c'est comme je l'ai dit, la Russie nous a réitéré sa volonté de rester à nos côtés en tant que partenaire sincère, constant, et de maintenir une lecture objective de la situation de nos pays, et aussi de continuer à soutenir nos pays sur la scène internationale, comme nous nous sommes engagés aussi à travailler pour apporter notre appui à la Russie chaque fois que cela est demandé. Nous saluons la résilience du peuple russe et aussi, je voudrais rappeler notre engagement commun à redoubler nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre les terroristes et contre les sponsors étatiques des groupes terroristes
comme l'Ukraine, comme je l'ai indiqué, qui est aussi un des sponsors du terrorisme et qui doit être traité comme tel. La Confédération AES œuvre à défendre en particulier notre sécurité. Nous avons été bâtis pour ça en particulier, mais aussi défendre les intérêts de nos populations. Nous ne cherchons à menacer aucun pays, aucun peuple. Nous voulons juste défendre nos intérêts. Comme je l'ai dit, il y a des opportunités économiques qui existent. Nous voulons travailler à des mesures de facilitation des investissements pour les partenaires extérieurs pour pouvoir nous aider à exploiter, à transformer nos productions, nos produits au bénéfice de nos populations et à développer les différentes infrastructures dans le domaine de la télécommunication, des mines, de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Enfin, en termes de perspectives, comme quatrième point, nous sommes convenus, la partie russe avec le ministre Lavrov et nous-mêmes, d'institutionnaliser ce mécanisme de consultation AES-Russie et que la prochaine session de ces consultations se tienne dans l'espace AES et que ces rencontres se tiennent alternativement en Russie et dans l'espace AES. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Nos pays expriment leur intérêt de voir la Confédération des États du Sahel avoir des ponts avec les BRICS pour deux raisons essentielles. La Russie étant un membre des BRICS, les BRICS aident à évoluer aujourd'hui vers un monde multipolaire qui respecte la souveraineté des États. Nous pensons que c'est quelque chose qui est important. Et nous comptons aussi sur nos amis russes et d'autres amis qui font partie des BRICS pour pouvoir nous accompagner dans ce domaine. Et le deuxième aussi intérêt pour les BRICS, c'est qu'ils offrent aussi un modèle de financement alternatif, comme la Banque des BRICS qui peut aussi aider dans l'évolution économique et le modèle économique que nous avons mis en place. Et enfin, je me réjouis du fait que nous avons un communiqué qui sanctionne nos travaux et je suis certain que vous allez pouvoir parcourir cela. En tout cas, en résumé, je pense que c'est un dialogue qui est continu, c'est un engagement fort des deux parties de travailler ensemble, d'avoir un partenariat stratégique ouvert, voilà, qui nous permette aussi de travailler avec d'autres partenaires et d'autres alliés pour l'intérêt de nos populations, pour la sécurité de notre espace, pour notre autonomie en tant qu'acteur international qui puisse agir sans être sujet à des injonctions ici et là. Voilà ce que je voulais dire, qui puisse contenir un peu les conclusions de nos travaux. Je ne sais pas c'est quoi là. S'il vous plaît, Office de radio et de télévision du Mali. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Brahma Traoré, journaliste de la télévision nationale du Mali. La question s'adresse au ministre Sergueï Lavrov. Vous venez de rencontrer vos homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre. Est-ce qu'on peut savoir les principaux engagements pris à l'issue de cette première rencontre pour renforcer ces partenariats, ces nouveaux partenariats entre AES et la Fédération de Russie, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la défense et du développement? Comme j'ai déjà dit, nous avons approuvé le communiqué et très prochainement, il sera diffusé. L'attention est portée aux questions de la défense et de la sécurité pour assurer l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de trois pays qui ont formé la Confédération AES. Comme vous avez déjà entendu parler aujourd'hui, il crée des forces unifiées de la Confédération AES et la Fédération de Russie a approuvé, confirmé aujourd'hui qu'à part le renforcement de la capacité de ces trois pays dans le cadre bilatéral, la Russie apporterait son soutien pour la formation de ces forces armées unifiées de l'Alliance des États du Sahel. Nous allons fournir des consultations parce que
Nous avons une expérience de travail avec notre voisin, les républiques de Biélorusse. Nous avons également l'expérience de travail avec les membres de l'ETCS et je pense que cette expérience pourra être bénéfique pour la formation des forces unifiées de l'Alliance des États du Sahel. Bien sûr, nous serons prêts à transmettre cette expérience en organisant une formation en continu et en utilisant les instructeurs russes qui travaillent déjà dans les pays qui sont présentés ici. Bien sûr, il s'agit de la livraison des articles à destination militaire. Bien sûr, c'est un pas important pour renforcer, pour établir ces forces unifiées dans ce format. Et nos spécialistes peuvent leur aider à développer un schéma d'approvisionnement de ces forces pour fournir des armes concrètes, le matériel militaire concret. Là-dessus, nous avons des accords tout à fait concrets. Suite à nos actions bilatérales, il y a maintenant ce format quadripartite et qui va enrichir nos liens en matière militaire et technique. Quant à la diplomatie, nous avons confirmé l'affinité de nos positions sur les questions de la vie internationale. Nous coordonnons nos efforts, nos actions au sein de l'ONU. Les pays amis qui sont présentés ici soutiennent toutes nos initiatives et sont co-auteurs de nombreuses de ces initiatives dans le cadre du travail de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous répondons de manière adéquate et nous soutenons leurs aspirations tout à fait justes, l'aspiration du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui veulent défendre les intérêts nationaux et qui aspirent à avoir le respect de leur indépendance, de leur autonomie. Nous les appuyons non seulement sur le plan politique et moral, mais par exemple quand au Conseil de sécurité de l'ONU on tente de faire passer les décisions qui ne sont pas acceptables pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie ne fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. On peut parler beaucoup de notre coopération au sein de l'ONU, mais alors je vous assure et je tiens à dire que nous avons une solidarité lors des élections de différentes des différents organes de l'ONU et nous soutenons des candidatures que sont proposées par nos États respectifs. Plus en détail, pour vous en informer plus, vous pouvez lire le communiqué de presse. Je pense que c'est un communiqué très important, très utile, et il reflète notre volonté de travailler étroitement dans ce format. Merci. L'agence Sputnik, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai une question pour le ministre malien des Affaires étrangères. Monsieur Abdoulaye Diop, Votre Excellence, récemment, les pays de l'AES ont l'un après l'autre tourné le dos à l'Organisation internationale de la francophonie. Pourriez-vous dire quelles en sont les raisons principales et comment voyez-vous désormais le futur linguistique pour l'Alliance? Merci. Le futur linguistique de l'Alliance n'a aucun problème. Parce que nos pays, nous parlions déjà nos langues nationales et nous allons continuer à travailler pour promouvoir nos langues nationales. Pour revenir à votre question en ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, je dois rappeler que nos pays parlaient le français avant de joindre l'OIF qui n'a été créé que dans les années 70. Mais nos pays, de façon sur le plan du principe, nous adhérons où nous nous retirons de nos organisations en pleine souveraineté. Et quand nous adhérons aux organisations, ces organisations sont bâties sur des règles et des principes. On ne peut pas être dans des organisations, d'abord, où ces organisations de plusieurs dizaines de membres, que ce soit un pays dominant qui contrôle cette organisation. Ce n'est pas acceptable. Et qu'ensuite, nous soyons dans des organisations où il y a des règles, parce que pour ce qui concerne le cas de nos pays, qui ont été suspendus de l'OIF sur la base des textes de l'OIF,
à cause des changements politiques et institutionnels qui sont intervenus dans nos pays. Mais il y a d'autres pays qui ont connu les mêmes développements, mais qui n'ont eu il n'y a eu aucun problème. Donc pourquoi nos 3 pays sont ciblés? Parce que nous avons fait des choix qui vont à l'encontre de ces pays dominants de l'OIF. Et ceci n'est pas acceptable parce que nous sommes membres, nous payons nos contributions et nous ne pouvons pas être membres d'une organisation qui fonctionne avec à géométrie variable. Et ça ne peut pas être un cas et nous avons décidé et puis nous ne sommes pas là pour promouvoir un pays en particulier. Donc c'est pour ces raisons que nous avons estimé que notre qualité de membre, parce que l'OIF a été créé au Niger, l'ancien président du Niger a joué un rôle fondamental pour sa création. Mais nous sommes arrivés à un moment où beaucoup d'organisations sont aujourd'hui instrumentalisées, contrôlées pour des agendas politiques de certains pays en particulier, pour essayer de sanctionner d'autres pays sur la base de considérations particulières à certains pays et non sur la base des textes. Donc, en toute souveraineté, nous nous retirons de ces organisations parce qu'elles ne travaillent plus dans le sens de l'intérêt que nous voulons. Maintenant, comme je l'ai dit, nous parlions le français avant d'intégrer l'OIF. Nous allons certainement continuer à parler le français. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est de pouvoir valoriser aussi nos langues nationales. Il y a des langues dans l'espace AES, comme le Djerma, le Hausa, qui est parlé entre le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a le Bambara ou même le Moré, qui sont parlés par des populations à la fois au Burkina et chez nous. Donc c'est une opportunité aussi de pouvoir renforcer nos langues nationales et pouvoir renforcer notre autonomie. Voilà, ce sont ces raisons qui nous ont conduits à nous retirer de cette organisation. Et nous le ferons pour toute organisation qui sort de son mandat et qui se met à jouer la politique pour un ou deux pays. Merci. La chaîne RT, s'il vous plaît. RT en français, Daria Vaganova. Ma question à M. Bakary. En novembre 2024, l'ouverture de l'ambassade russe à Niamey, la capitale du Niger, a été annoncée. Où en est-on actuellement? Merci. Merci. Effectivement, dans les années 70, nous avons été amenés à fermer notre ambassade à Moscou. À la fin, on s'est rendu compte que c'était une erreur, qu'on ne peut pas ignorer un pays, ne pas être présent dans un pays comme la Russie. Notre carte diplomatique, elle est essentiellement fondée sur des principes. Celui du bon voisinage, c'est ce qui explique que la plupart de nos ambassades se trouvent, l'intégration africaine, la plupart de nos ambassades se trouvent en Afrique. Le bon voisinage, nous avons des ambassades dans tous les pays voisins et nous sommes, le développement. Nous sommes présents dans 4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, on s'est rendu compte que c'était une erreur, qu'il fallait corriger. La dynamique y était, mais avec les événements du 26 juillet 2023, où la Russie est apparue comme un partenaire stratégique. Elle était partenaire déjà. On avait déjà de la coopération avec la Russie, mais qui était une coopération très nuancée, du fait que de certains dictats, les dictats de certains pays, avec l'avènement du CNSP au pouvoir, la Russie était le premier pays à répondre présent à nos côtés. Et par la suite, à cause des défis sécuritaires et des menaces dont le Niger fait face, ce pays est resté à manquer sa disponibilité à être à nos côtés. Bien avant, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, notre délégation avait été empêchée de participation. La Russie était parmi les tout premiers pays à nous apporter son soutien et à nous conseiller à faire du lobbying
pour notre pays, pour que notre pays retrouve sa qualité de membre à part entière des Nations Unies. Il est donc tout à fait évident qu'avec la configuration actuelle de nos relations, parce qu'il fallait repositionner, il fallait redimensionner notre politique étrangère pour la mettre plus en cohérence avec des pays qui d'abord reconnaissent la justesse de ce que nous faisons, de ce que nous menons comme lutte, des pays qui sont prêts à traiter avec nous d'égal à égal, et des pays qui nous reconnaissent le droit de nous retrouver dans une confédération et de nous aider dans cette logique. Nous avons jugé nécessaire, plus que nécessaire d'ailleurs, d'ouvrir une ambassade ici. Et sur la base de la réciprocité, la Russie est en train de faire autant. Pour le Niger, c'est déjà effectif. Nous avons notre ambassadeur qui est déjà sur place. Nous avons le personnel diplomatique qui est sur place. Nous sommes dans la logique de l'accréditation d'un attaché de défense. Maintenant, au niveau de la Russie, c'est suffisamment avancé. L'autorisation y est. Dernièrement, l'ambassadeur de Russie au Mali, qui a pour juridiction le Niger, a effectué une mission au Niger. Il a visité des bâtiments. Il est dans la perspective de trouver des bâtiments qui vont abriter la chancellerie, la résidence et l'ensemble du régiment du personnel diplomatique. Et nous attendons d'un moment à un autre pour que la Russie nous propose un nouvel ambassadeur. Et je vous assure, nous l'attendons avec beaucoup d'impatience et ça sera fait dans les plus brefs délais. Merci. Radio Burkina Faso, s'il vous plaît. Yama Tamboura, journaliste à la télévision nationale du Burkina Faso. Ma question s'adresse à mon ministre en charge des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, après cette rencontre d'aujourd'hui, quelles seront les prochaines étapes au niveau de l'AES pour consolider ce qui a été dit aujourd'hui? Bien, merci. Je pense que les prochaines étapes transparaissent déjà à travers les différentes réponses pertinentes qui ont été données par leurs excellences, les ministres des Affaires étrangères. Au niveau de l'AES, il s'agira de poursuivre la structuration à travers la consolidation des institutions nouvelles qui vont naître. Et ces institutions, c'est quoi? C'est la force unifiée. Ces institutions, c'est quoi? C'est la banque d'investissement. Ces institutions, c'est probablement les centrales d'achat. Donc, il s'agira pour nous de travailler à consolider la structuration de ces institutions. Et naturellement, dans le cadre des rapports entre la Confédération et la Fédération, on va dire, il s'agira de poursuivre. Aujourd'hui, nous avons validé l'institutionnalisation des consultations au niveau ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'avec les résultats probants que nous avons obtenus déjà, quand vous regardez les chiffres en matière de commerce, il s'agira de poursuivre et je crois que ça se consolide au fil des forats. La Russie est de plus en plus une destination privilégiée pour le secteur privé de la Confédération et vice-versa. Donc nous allons travailler à davantage créer un environnement qui va favoriser ce niveau-là, mais aussi dans tous les secteurs. Et je crois que c'est aussi l'opportunité ici pour encore saluer la disponibilité de la Russie à travailler avec ces nouvelles institutions naissantes, à savoir la force unifiée et la banque d'investissement. Merci. Merci.